Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale qui va être des conseils de rhétorique et de dialectique, donc changer un petit peu par rapport à d'habitude. Alors pour une fois, oui, je vais lire mon petit carnet parce qu'il y a des mots-clés et des notions qui, même si elles sont familières, ne vont pas venir spontanément. Bon, disons, dans une vidéo précédente, j'avais tapé un petit peu sur un certain nombre de figures de la droite nationale et ensuite, par ailleurs, sur les souverainistes. Pourquoi je l'ai fait? Parce que les uns et les autres sont des provocateurs et ou des illuminés. Donc les mots sont forts, mais c'est le cas. Provocateur, c'est-à-dire qu'en fait, ils amènent à de l'ébullition mentale, les gens s'échauffent, et après ils se retrouvent devant le tribunal comme des idiots. Et puis illuminés, c'est les mecs qui volent, qui sont dans le vol plané des théories éthérées, comme je disais, par exemple, des mecs qui rêvent de remettre le christianisme du XIIIe siècle, par exemple. Hein. Donc voilà, des gens qui sont... ou la monarchie simplement, même si j'ai rien contre les gens qui sont pour la monarchie, pourquoi pas, prenez la monarchie en 2019, c'est quand même pas forcément politiquement très sérieux. Je suis désolé de le dire. Donc voilà, il ne faut pas être un provocateur, il ne faut pas être un illuminé. Alors on peut essayer de faire de la bonne provocation, pas trop dangereuse. Vous avez remarqué par exemple que ça m'arrive d'utiliser des mots un peu vulgaires, de temps en temps, entre guillemets bordel ou etc., pour dire mais réveillez-vous quoi. On est obligé de dire un petit peu... voilà, c'est un jeu rhétorique, un peu provocateur, dire vous faites n'importe quoi, c'est ridicule, etc. On peut faire ça, mais il faut d'abord maîtriser en permanence ce qu'on dit et vérifier la légalité juridique des propos. Jamais se retrouver à finir devant le juge parce qu'on a attaqué X ou Y personne ou parce qu'on a mal maîtrisé telle ou telle thématique. Vous voyez, c'est important de faire attention. Le martyrat, c'est de la connerie. Ah, vous voyez, j'utilise un terme un peu vulgaire, pourquoi? Parce que vous donnez des armes à l'adversaire, vous renforcez l'adversaire. Le martyr chrétien, effectivement, d'une certaine manière, on pourrait dire il a gagné parce que l'Empire est devenu chrétien. En réalité, les martyrs n'y sont pour rien, c'est l'empereur Constantin qui est devenu chrétien et qui a imposé ça aux autres. Donc le martyrat, ça ne sert à rien. Bien sûr, ça peut être assez spectaculaire. Le sacrifice n'est pas le martyrat, d'ailleurs. Il faut bien faire la différence. Le sacrifice, comment dire, assumé, nécessite du respect. Mais le martyrat, non. Le martyrat, c'est je suis puni, alors c'est que j'ai raison. On me condamne, alors j'ai raison. Non, on te condamne, et donc on t'enlève tes moyens d'agir, on t'enlève tes moyens de parler, et donc on te neutralise. Être martyr, c'est être neutralisé. Alors il faut bien sûr conserver un fond radical, c'est-à-dire une conviction profonde, une conviction d'airain, qui ne doit pas changer au gré du vent, qui ne doit pas bouger, y compris lorsque la gloire arrive. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des hommes politiques qui sont bons dans l'opposition, qui sont bons comme chef de groupuscule, et qui deviennent lamentables comme chef de grand parti. Pourquoi? Parce qu'ils succombent aux avantages du pouvoir, la bonne vie, l'alcool, la bonne nourriture, les restaurants avec des écrevisses et des, vous voyez ce que je veux dire, hein, et des homards, les belles femmes, etc., les belles voitures, c'est-à-dire que vous avez la séduction du système en place, qui est très forte, qui vous attire. Moi aussi j'ai envie d'y goûter, moi aussi j'ai envie de ma part de gâteau. On voit bien que dans la dédiabolisation de Marine Le Pen, il y a cette idée de j'ai envie de ma part. Et donc ça c'est pas bon, parce que ça donne bien l'idée qu'on n'a pas de conviction, qu'on vient, finalement, qu'on est là pour avoir sa louche de caviar et sa coupe de champagne, quoi. Si c'est ça la politique, arrêtez tout de suite. C'est pas la peine, vous allez vous devenir odieux vis-à-vis de vous-même. Donc il faut un fond radical, il faut une dureté personnelle, il faut une force de conviction qui fait qu'on est inébranlable, qu'on est animé par une foi, par une volonté de se battre, et que donc rien ne nous détournera de ça. Et que même si on prend une coupe de champagne et on mange une cuillère comment dire, de caviar, qu'on mange un petit peu de foie gras, on le fait en famille à Noël, où on va le faire, mais en étant dans sa tête un guerrier. On s'en fout de l'accommodement. Si on va au salon de l'agriculture, on y va pour des raisons politiques, pas pour se goinfrer. Donc ça doit être ça qui doit vous animer. Forme ciselée, c'est-à-dire que la forme doit être travaillée, elle doit être maîtrisée, elle doit être fine, être habile. Pas d'amalgame, pas d'attaque bête, pas de provocation stérile, pas d'idiotie, pas de... voilà. Il faut se maîtriser. Beaucoup de leaders de droite nationale, notamment des chefs de petits partis, ne se maîtrisent pas. Ils vont trop loin. Ils disent ce qu'ils pensent de manière mal formulée, mal pensée. Autre chose, ne jamais polluer son cerveau. Certains polluent leur cerveau avec la question de la Seconde Guerre mondiale et de certains événements. Ça les obsède, ça leur monte à la tête. Et ils parlent de ça en privé toute la journée. Ça amène Jean-Marie Le Pen à faire le détail. Parce qu'à parler trop en privé de conneries, on ne peut plus. Cette idée qu'on peut être un double langage, ça, il y a ce mythe du double langage. Ce mythe du bonhomme qui croit que, en privé, en off, il peut dire ça, et en public, il ne va jamais se gauler, il va toujours dire le contraire, ou en tout cas, c'est faux. Si on pense une connerie chez soi,
À un moment ou à un autre, on la sort publiquement. À un moment ou à un autre, elle va venir, on est malade, on n'est pas bien, on est fragilisé, on a bu, ça sort. Voilà. Donc le double langage, ça n'existe pas. Il faut 2 degrés de langage, mais pas double langage. 2 degrés, ça veut dire il faut un langage dur en privé. Et il faut que le même langage soit affiné en public. Mais c'est le même discours, c'est le même langage, c'est la même pensée. C'est 2 façons de le diffuser, c'est 2 façons de le dire différentes, mais c'est le même projet. Le double langage, on se fait systématiquement gauler en flagrant délit. Tôt ou tard, il y a le dérapage. Tôt ou tard, il y a la connerie. Donc, ensuite, il faut agir par devoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se faire plaisir. Vous voyez, je ne rigole pas trop en politique. Je peux avoir de l'humour. Certaines personnes qui me connaissent savent que je fais des blagues, etc., en privé et compagnie. Mais en politique, on doit être sérieux. On peut faire de la blague, mais c'est de la blague utilitaire, de la blague pour renforcer le message politique. Voilà. Il faut c'est servir et pas se servir. L'ego, évidemment, on a envie d'être flatté dans sa vie. Moi, comme tout le monde, on a envie d'être reconnu, on a envie d'avoir le sentiment que les gens apprécient notre travail, se disent que c'est utile, vont dans notre sens, nous soutiennent. Bien sûr, l'homme a besoin aussi de ces encouragements-là. Mais il ne doit pas en être otage, il ne doit pas en être demandeur, il ne doit pas être supplié, aidez-moi, léchez-moi les bottes. Non, il doit rester animé par sa conviction. Alors, il faut être un théoricien. Il faut arrêter de s'imaginer qu'on peut être qu'un vecteur. Il faut une pensée politique personnelle, une doctrine, une doxa. Et vouloir la défendre, cette doxa, par la parole, par le verbe. La rhétorique, c'est ça. On est porteur d'un message, mais ce message est le nôtre. Et c'est une bonne nouvelle, pour prendre l'exemple du terme d'évangile. On apporte une bonne nouvelle aux gens. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un programme pour sauver l'Europe. On a un programme pour régénérer notre civilisation. On a une solution, on a un remède. Et ce remède, on va vous l'exposer pour que vous le preniez. Après, on sait bien qu'un chat, quand on lui donne son médicament, il faut le mettre dans une boîte de viande parce que spontanément, il ne le mangera pas. Donc il faut enrober cette vérité, il faut enrober le médicament. Il faut tout un programme pour enrober le remède. Mais ce remède, il faut qu'il soit pris. Il faut donc convaincre d'une manière ou d'une autre le chat de manger sa boulette. Et ça, c'est notre mission rhétorique. Il faut être moderne. Alors moderne dans le sens de Guillaume Fay, archéofuturiste. Pensée archaïque, il faut penser comme un homme du 5e siècle avant Jésus-Christ et en même temps comme un homme du 22e siècle. C'est ça l'archéofuturisme. L'enracinement, la tradition et la projection, le futur, l'avenir. C'est pour ça que vous me voyez parler de fusion nucléaire, pour ça que vous me voyez parler de ferme hydroponique. Je me transpose dans le futur, dans une géopolitique de 2050, de 2100. Parce qu'il faut montrer l'avenir, montrer une possibilité d'avenir qu'on a. Donc il faut être moderne. Bien entendu, il ne faut pas céder à l'ère du temps pour autant. Il faut transcender, dépasser tout cela. Il est évident que la PMA, tous ces débats lamentables, sont déjà has-been. C'est déjà old school. C'est déjà fini tout ça. Mais seulement ça va nous imposer dans les 5, 10 ans, 15 ans à venir. Que ces gens comprennent que dans 30 ans, c'est terminé le jeu. Qui que ce soit qui arrive, que ce soit les Européens éveillés ou le camp d'en face, c'est terminé. Vos revendications sociétales, égoïstes, narcissiques, on s'en moque. Vous êtes déjà dans la tombe avec vos doctrines de merde. C'est fini tout ça. Le mariage pour tous ces trucs-là, dans 30 ans, on en rira, ou on en pleurera, mais ça n'existera plus. C'est terminé. Vous êtes en train de défendre un système qui est condamné. Alors arrêtez. Oui, la nana, l'autre fois j'ai vu ça sur internet, elle veut se faire stériliser à 25 ans. Et ma pauvre fille, c'est dramatique quand même dans ta tête. Vegan, machin, toutes ces conneries. Si au moins l'écologie ça a amené au paganisme et que le paganisme ça amène à une femme qui se dise que la fécondité, la fertilité de la terre-mère, c'est ce qu'elle doit faire, vous voyez, comment peut-on se réclamer de la nature et se stériliser? C'est l'antinature, par excellence. Par contre, les pigeons, ils maîtrisent leur démographie. Quand ils n'ont pas à manger, ils ne font pas 7 enfants. Et quand ils ont trop à manger, par contre, ils se lâchent. Vous voyez, même le pigeon nous apprend des leçons dans la nature. Il nous apprend qu'il faut maîtriser ses ressources. Et qu'on adapte sa fécondité, sa natalité, en termes clairs, il faudrait 4 enfants par femme en Europe et 0,5 en Afrique. Maîtriser sa ressource. Quand on est au plein milieu du Sahara, on fait pas 15 gosses. Quand on est au milieu du Sahara, on en fait un, on le préserve, on le protège du soleil, on lui donne de l'eau, on le nourrit, on chasse les bestioles du désert pour... Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être intelligent. L'écologie avec Greta, on a compris que c'était une arnaque. Voilà. Alors, vous voyez, il faut être vraiment maître de soi. Il faut prêcher sans relâche, comme je le fais en ce moment. On ne lâche rien, on ne cède pas, ni à l'air du temps, ni à personne. On indique la voie, on indique le chemin, on indique la direction. C'est par là qu'il faut aller. Demain, l'Europe-nation. Voilà, point. Alors, sur ce point, attention quand même.
Je donne souvent comme leçon ce que j'appelle politiser à coups de marteau. Défoncer l'adversaire rhétoriquement, le pulvériser ses arguments, mettre en exergue ses contradictions, mettre en exergue ses contresens, ses lâchetés, etc. Bien sûr, il faut être sans concession. Mais attention, première leçon, quand vous écrasez votre ennemi, vous le faites avec la courtoisie la plus extrême, la noblesse la plus marquée. On écrase avec noblesse, on écrase avec force, férocité, comme un loup, mais toujours dans la courtoisie. Même s'il faut éventuellement la simuler. On est courtois en permanence, on reste courtois, on ne s'énerve pas. L'ennemi profite de nos énervements, on se crée des positions de faiblesse, on ouvre des failles dans notre argumentaire et dans notre résistance. Donc, il faut le détruire. Mais sachez que vous ne le détruirez jamais complètement. Ça peut arriver que vous arriviez à vaincre un adversaire et qui tombe en lambeaux, qui tombe en pleurs ou qui se rallie. C'est arrivé que vous, même pour moi, qu'on puisse convaincre quelqu'un et que les mecs se retournent, se rendent compte de son erreur et nous rejoignent. Ça arrive, mais c'est rare. C'est rare qu'un adversaire se convertisse en direct. Par contre, les gens qui sont ses partisans peuvent changer de bord. Mais l'adversaire lui-même, c'est difficile. Vous voyez, il faut donc être courtois, toujours en permanence, même face à l'ignominie, même face à un discours abominable à ses yeux. Et il faut être sans concession, mais il faut aussi savoir, parfois, éviter des Stalingrad rhétoriques. En termes clairs, il faut savoir faire des replis dialectiques. Il faut savoir parfois ne rien dire. C'est pas toujours facile. Mais ne rien dire demande parfois plus de courage que de dire ce qu'on pense. Vous avez des combats que vous ne pouvez pas gagner. Lorsque vous êtes face à un combat que vous ne pouvez pas gagner, repli dialectique, repli stratégique, immédiatement. Si le mec veut vous emmener sur un terrain qui est le sien, on refuse la joute. Il faut amener l'adversaire sur son terrain. Marine Le Pen n'a pas su le faire avec Macron. En allant sur le terrain d'économie, Marine Le Pen se met sur le terrain de Macron dans le débat de mai 2017. Elle se met en zone découverte. En plus, comme elle n'était pas dans son état normal, elle s'est encore plus fait toller. Ne jamais aller sur le terrain où l'ennemi est fort. L'ennemi, il est fort, tu le sais, c'est son domaine. Il est ministre des Finances, tu peux en penser ce que tu veux, mais il maîtrise à peu près ses dossiers. Donc, ne va pas sur son terrain. Tu peux aller sur des terrains où le mec se croit fort et où tu es meilleur que lui. Si tu es meilleur que ton adversaire et l'écraser sur son terrain, c'est fabuleux. Mais c'est pas souvent. Si on arrive, effectivement, si face à un adversaire, j'arrive à l'écraser sur son propre terrain, le mec, il est humilié. Mais le mieux, stratégiquement, c'est quand même d'abord de l'amener vers soi. Viens chez moi et tu vas te faire recevoir, quoi. Voilà. Et tu lui défonces dialectiquement la figure en lui expliquant, Monsieur Macron, vous êtes pour l'immigration, pour la sécurité, vous n'avez rien fait, etc. On peut dire ça. Marine Le Pen dit ça. Elle l'attaque là où ça fait mal. Elle dit, avec vous, président, ce sera plus d'immigration, plus d'insécurité, plus de laxisme, plus d'islam, j'en sais rien. N'importe quoi. Là, je ne dis pas ce qu'il faudrait dire, mais je vous donne un exemple. Elle l'attaque sur l'identité. Il est écrasé, Macron, sur ce terrain-là. Il va essayer de l'amener sur son terrain à lui. Mais là, il n'a même pas eu besoin de faire d'efforts. Il pouvait être très calme avec son dossier bien propre sur sa table face à quelqu'un qui avait des feuilles dans tous les coins. Voilà. Donc vous voyez, la politique c'est ça. La politique c'est la conviction, la férocité dialectique aussi. Il faut être féroce, il faut mordre l'adversaire, il ne faut pas avoir de pitié. On n'est pas là pour faire des cadeaux, on n'est pas là pour faire des mamours, on est là pour l'écraser. Et on ne l'écrase pas pour soi, pour sa gloriole personnelle. Moi, Thomas Ferrier, j'ai écrasé machin, j'en ai rien à foutre. C'est le combat qui est le mien, le discours que je porte, les camarades qui sont derrière moi, voilà pour qui je me bats. Et au final, je me bats pour qui? D'abord pour les Européens, tout simplement. Au-delà de même de mes camarades. Si je ne pensais pas à ce que je dis, si je ne me battais pas pour ça, je n'aurais qu'à laisser tomber. Vous voyez, ce que je vous donne là, c'est une leçon. Alors, on pourrait dire, oui, Thomas Ferrier, vous me donnez des leçons alors que vous êtes à la tête d'un groupuscule. Oui, mais les leçons sont valables quand même. Et c'est des leçons d'analyse politologique et politique, de l'expérience aussi, face aux erreurs des autres. Parce qu'on apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi des erreurs des autres. On apprend aussi des erreurs de certaines personnes. Et puis, alors, le but, c'est quand même d'éviter le tribunal. Je suis désolé de le dire, mais oui. C'est pas un but d'aller au tribunal, c'est un but de l'éviter, parce que c'est pas intelligent. Ton ennemi il t'attend, bah, tu vas pas là où il veut. Si tu sais qu'en disant telle chose, tu prends un risque juridique, même si c'est vrai, bah, tu le dis autrement. Ou tu le suggères. La meilleure dialectique, c'est souvent parfois que l'adversaire fasse ton jeu, ou les partisans, mais que ce soit pas toi qui prends le coup. Effectivement, l'idéal, c'est que ton adversaire expose à ta place ton discours. Monsieur Ferrier, vous voulez ça? Toi, tu dis rien. Ça y est, il vient de me faire ma pub. Il a dit ce que je voulais. Et les gens sont d'accord avec ce que je veux. Sauf que je peux pas le dire. Mais lui vient de le dire pour moi. Magnifique. Blindé. Le meilleur allié, c'est ton adversaire. Principe chinois, hein, s'appuie sur la force de l'adversaire pour le vaincre.
Parfois, voilà. Mais malheureusement, je le dis trop nettement. Mais j'aurais tendance à dire à mes adversaires, Rougeron et compagnie, mais parlez de moi, bordel, attaquez-moi. Faites-vous plaisir, je suis là. Vous pouvez y aller. Défoncez, défoncez-y, allez, attaquez-moi. Allez, attaquez-moi. J'attends que ça, allez-y. Faites-vous plaisir, attaquez-moi. Et vous allez être bien reçu, vous inquiétez pas. Ciao.